Bonsoir, bienvenue ce soir pour la dernière des doubles conférences qui sont réalisées dans le cadre de l'exposition Frugalité créative qui a été faite à l'initiative de Dominique Gozin-Muller, architectonicienne. Donc ce soir, c'est des conférences qui sont sous la thématique de employer avec soin le foncier et les ressources locales. Nous accueillons Nadège Bagard et Olivier Luron sur 10 maisons qu'ils ont réalisées pour seniors à Bâti, c'est ça. Et ensuite, nous aurons l'atelier de Studio Dada avec la halle d'Annecy. Cette exposition en fait, de la frugalité créative a été réalisée par l'Institut français de Stuttgart en collaboration avec la Maison d'architecture de Lorraine. Et vous avez ici en fait un catalogue en fait, de l'exposition qui reprend les projets qui seront donc dans l'exposition qui est itinérante. Donc, voilà. On vous souhaite une excellente conférence. À vous, Bagard et Luron. Merci. Donc, écoutez, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, je me présente, Marc-Olivier Luron, avec mon associé Nadège Bagard. Donc, l'agence s'appelle Bagard et Luron. C'est une agence nancéenne composée d'une dizaine de personnes. On s'est associé en 2008 et on est plutôt spécialisé en marché public avec également pas mal d'activités sur le thème du logement social. Donc on a été invité à présenter un projet, donc c'est le projet qui figure dans l'exposition et on a intitulé cette petite conférence Terrain d'entente. Le projet a été classé dans la thématique du sol dans l'exposition. Et ça nous semblait effectivement intéressant de parler du sol, donc du terrain, et également bien sûr de l'implication urbaine et sociale que ça a, d'où le mot entente. Voilà. Donc on va vous présenter ce soir un projet de 10 logements. C'est des logements communaux, donc portés par la commune de Batilly, qui est une commune du nord de la Meurthe-et-Moselle, et des logements spécialement conçus pour les personnes âgées. D'abord, on voudrait tenir un propos pour expliquer comment nous avons reçu cette commande et compris ce programme qui est à la fois banal, mais quand même pas tout à fait représentatif des situations courantes que rencontre un architecte sur une commande de logement. Donc on a d'abord essayé de bien saisir la question du programme qui était posé par la commune. Donc cette image aussi, elle illustre un peu l'équation qui était posée. C'était à travers les outils de l'architecture, les moyens de l'architecture, les mesures, le dimensionnement, l'organisation, la configuration, finalement arriver à l'image qu'on voit en arrière-plan, c'est-à-dire un espace d'habitat banal, ordinaire, qui ne soit pas marqué par une spécificité quelconque et qui laisse toute sa place à l'usage des habitants. En l'occurrence, là, c'était la question d'accueillir des personnes âgées ou vieillissantes du village de Batilly qui n'étaient plus très à l'aise dans leur maison ou ferme du centre-bourg ou dans les gros pavillons des quelques lotissements. Et donc qui ne trouvaient pas dans le village une offre d'habitat, une offre de logement avec des typologies plus petites, plus confortables, plus ergonomiques, moins coûteuses en entretien. Et donc jusque-là, c'était assez clair. Il y avait une autre particularité, c'était que le projet est porté par la commune. Ce sont des logements locatifs construits à l'initiative et gérés par la commune, ce qui est très différent de ce qu'on trouve habituellement quand on a affaire à des bailleurs sociaux où le schéma opérationnel est assez cadré. Le bailleur achète un terrain, il construit sur ce terrain pour exploiter. Il y a des plans de financement, des plans de retour sur investissement, voilà, assez vertueux. On n'est pas dans de la rentabilité immédiate,
mais il y a des repères et des critères à prendre en compte pour que l'opération soit viable dans le process, dans la procédure qui est celle du bailleur social. Là, c'était des logements communaux, ça veut dire que le dialogue, il ne porte pas du tout sur les mêmes questions avec le maître d'ouvrage. Déjà, le terrain, souvent, c'est un terrain qui est déjà communal, et on commence à toucher à la fois à la question de l'urbanisme, de l'espace public, à travers cette opération, dont le but est évidemment de produire des logements, mais aussi de compléter une pièce du centre-bourg en termes d'urbanisme. On avait déjà un précédent, en fait c'est par ce projet à Lagné sur les côtes du Toulois qu'on avait réussi à convaincre et à remporter cette commande à Batilly. On avait déjà juste réalisé 4 maisons en bande pour les seniors, c'était le même contexte, des programmes qui sont souvent, en tout cas dans ces 2 cas-là, initiés par le CAUE, le Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement, qui font un travail préalable important avec les communes pour définir les besoins, voir les opportunités et la cohérence, la pertinence du choix de tel ou tel terrain dans la commune. Et donc on venait de réaliser ces 4 maisons en plein centre-bourg, puisqu'on était dans un terrain qui était un grand pré communal, le long de l'église et de la mairie, et qui venait un peu compléter l'ensemble communautaire, on va dire, du centre du village. Et cette expérience-là nous avait permis de réfléchir à quels pouvaient être les principes architecturaux, spatiaux de ce type de programme qui était quand même un peu nouveau. Déjà, on s'est rendu compte que ça permettait d'avoir plutôt de beaux terrains, parce que c'était des terrains maîtrisés par la commune et qu'elle décidait de dédier à cette opération dans une optique d'intérêt commun. Ensuite, que c'était aussi l'opportunité, puisqu'on avait le même interlocuteur à la fois pour produire les logements et aussi pour gérer la question de la gestion de l'espace public, c'est que ça c'est rare. Et donc on pouvait en profiter pour, en plus de construire X logements, contribuer à compléter la gamme des espaces publics, des espaces communs du village. Ici, on avait réussi à réinterpréter le thème de l'usoir, et puis au sud de la parcelle, à dégager un grand verger communal. Et puis on avait aussi travaillé sur effectivement cette économie de terrain pour toujours dégager ce verger communal, mais aussi comprendre toute la nature des épaisseurs construites du public au privé jusqu'au seuil de la maison, en affirmant que c'était vraiment très important de retrouver toute cette gamme de seuils et de séquences. On avait aussi en tête des références historiques. Je pense que ces réflexions, elles s'inscrivent dans une culture de l'architecture domestique et de l'histoire du logement. On avait récemment, au même moment, visité des opérations de cité-jardin et de Siedlung à Bâle. Et notamment, on avait été assez saisis par cette opération de Hans Bernoulli, du tout début 20e, entre deux guerres, 1926, avec l'émergence d'un modèle assez spécifique à la Suisse, en fait, qui est la cité-jardin, mais pas anglais, pas dans le modèle anglais, plutôt dans le modèle suisse. Et cette opération particulière qui fonctionne sur la question de la mise au point d'une unité qui devient une rangée et que l'organisation de ces rangées forme de la ville. Donc on avait un peu étudié quand même cet ensemble qui vient prendre place dans un quartier plus vaste autour d'un ancien domaine avec un très grand parc qui est devenu un hôpital religieux. Et puis dans le développement de Bâle, plusieurs entités étaient venues construire les champs alentours, et celle de Bernoulli, elle prend place ici. On voit qu'elle est un peu plus sophistiquée dans son travail. Et ce qui nous intéressait, c'était de voir les principes mis en œuvre. C'était la question de la définition vraiment claire et toute simple, mais bien étudiée, bien proportionnée, du rapport des maisons à l'espace public. Ici, on voit sur les photos historiques
que c'est une rue, mais en réalité, elle est configurée comme une place, puisque les bâtiments à l'arrière-plan qui passent comme une coulisse peuvent aussi former un ensemble de cours allongés qui comprend les trottoirs, la chaussée et le fond de scène des bâtiments. Donc là, on est dans l'ordre du domaine public. Et puis à l'arrière, les jardins se font face 2 à 2 dans une sorte de clos séparé par une venelle intérieure. Et on avait tout l'univers de la culture potagère de chaque foyer qui trouvait là un environnement qu'on va qualifier d'intermédiaire, puisque c'est ni public ni privé, c'est plutôt communautaire. Donc aujourd'hui, on voit que ces modèles tiennent vraiment bien le coup. Ce sont des petites maisons, des modèles qui se répètent, c'est des types qui forment des rangées et qui forment de la ville, avec toute une gamme de variations sur le même thème, soit trottoir, seuil, petite marche, jardin de devant, non clos, etc. On voit toute la déclinaison des qualités de toutes ces épaisseurs qui permettent, avec des typologies toutes simples, c'est pas là que la prouesse doit se développer, de fabriquer un lieu de vie, un quartier. Et puis cette attention constructive aussi, dans les petits détails, une sorte de dignité de la construction, sur des mots des natures, quelques éléments de serrurerie. Donc ensuite, la dernière dimension du programme, c'était pour les seniors. Alors on s'est demandé si c'était si particulier que ça d'habiter pour les seniors. Qu'est-ce qui faisait une différence par rapport au logement qu'on qualifiait de logement point. Donc c'était ça, on s'est beaucoup documenté. C'est aussi un thème de travail que je développe comme enseignante à l'école d'architecture. On a défini des principes en fait, dont le but était d'affirmer les plaisirs et les commodités ordinaires de l'habitat, en sachant qu'effectivement la vieillesse pouvait éventuellement causer des difficultés supplémentaires, mais que justement il fallait soutenir cette phase de vie pour faire en sorte que l'habitat reste ordinaire. Donc comment faciliter la vie quotidienne? On s'est dit qu'il fallait toujours pouvoir se garer devant chez soi. C'est un grand débat, parce que c'est sûr qu'il y a aussi une réflexion sur le fait de dire qu'on devrait un petit peu éloigner les voitures des centres-villes, mais on se disait que quand même, en vieillissant, c'était bien de pouvoir quand même sortir ses courses facilement et que ça favorisait l'autonomie plus longue. Que la cuisine donnerait sur la rue systématiquement, parce que c'était la pièce qui était la plus apte à permettre les contacts avec l'extérieur, pour faire coirail, comme on dit en Lorraine, que le séjour ouvrirait toujours sur le jardin arrière, et puis qu'il fallait particulièrement qualifier toutes les séquences et transitions du public au privé. Et avant même d'avoir dessiné, on avait défini ces principes, et qui nous ont amenés à mettre au point des typologies qui ont formé des rangées, et donc je ne vais pas les détailler. On voit toute cette série d'épaisseurs, de l'usoir avec un jardin de devant, l'espace de stationnement semi-fermé pour la voiture, qui ouvre sur une petite cour patio intérieure avant d'arriver à l'entrée du logement. Et tout ça forme une série de séquences qui intègrent malgré tout toute petite maison dans l'espace du village. La recherche sur l'espace intérieur aussi visait, par les matériaux et les jeux de vue et de vue oblique, à dilater ces espaces, à les faire communiquer ensemble et puis à donner un caractère très domestique à l'opération. Voilà, donc on va maintenant vous présenter le projet de Batilly en lui-même. Donc Batilly, c'est une commune de Meurthe-et-Moselle, je l'ai dit, dans le nord du département. Là, vous avez une vue aérienne, donc la grande particularité, on le voit de suite, c'est qu'elle accueille, entre guillemets, un site de production d'utilitaires de Renault. Et donc on voit l'emprise du territoire par cette usine, c'est complètement ahurissant, on ne s'en rend pas forcément compte sur place. Et la commune à côté qui se développe comporte 1250 habitants, pour vous donner un peu l'échelle. Donc le terrain qui nous est proposé, qui est un terrain communal, est en plein centre du village, donc un terrain très intéressant, très proche de l'église, et qui va donc participer
à mailler un peu ce travail au cœur du village et accueillir donc des personnes âgées. Donc le programme, c'est vraiment fait pour les personnes âgées du village qui, en quittant des maisons trop grandes, puissent rester le plus longtemps possible au cœur de leur commune. Donc si je zoome un peu, ce terrain, c'est un champ aux proportions assez singulières. Donc il est d'une part pas desservi par la route principale, la rue de Verdun, qui est ici. Donc on doit, dans le cadre du projet, également réaliser l'aménagement urbain. Donc ça, c'était une partie du programme qui nous paraissait extrêmement intéressante, difficile mais intéressante. Donc on a cet accès à créer par ici. On a ici un ancien ruisseau qui a été tubé, donc c'est devenu un chemin de promenade où il y a beaucoup d'habitants qui se baladent, qui s'appelle le chemin de la Meule. Et on a une rue qui s'appelle la rue du lotissement, donc ça veut tout dire, c'est merveilleux. Et donc là, il y a 3 maisons récentes qui ont été construites, voilà, 3 maisons de catalogue, juste à côté de l'église qui est ici. Et donc on doit composer avec tout ça, sachant qu'il y a ici un petit bout qui ne leur appartient pas. Et pour couronner tout ça, on a un terrain qui est en pente, donc il y a une pente de 7%, mais il est très très long, ce qui fait qu'on a environ 7 mètres de dénivelé entre le point d'entrée et le point haut qui est ici. Donc pas mal de contraintes, sachant qu'évidemment pour les seniors, le terrain en pente est complexe. Donc voilà, on demande un relevé géomètre, on analyse un peu toutes ces contraintes. Et ce qui apparaît dès le début, c'est cette verrue qui ne leur appartient pas. Donc ça a été vendu il y a quelques années, quelques décennies, je ne sais pas. Et donc il y a une parcelle là, de 380 mètres carrés en plein milieu qui n'appartient pas à la commune, qui n'est pas viabilisée. Donc c'est du champ, mais les gens qui ont acheté ça souhaitent construire une maison. Les réseaux n'arrivent pas et n'arriveront jamais puisque la commune ne veut pas viabiliser, et ne peut pas d'ailleurs, viabiliser l'ancien ruisseau. Donc dès le début, nos premières réflexions, c'est de dire aux maires, aux adjoints, on va avoir un problème dans l'idée de rapport au sol et de réflexion sur l'aspect précieux du sol, cette dent creuse pose vraiment question. Voilà, donc on le voit sur le relevé géomètre. Et alors les propriétaires, pour couronner le tout, avaient commencé à décaisser complètement le terrain pour être de plein pied avec le chemin. Donc on a une espèce de mini-cirque comme ça, qui est inconstructible et en plein milieu de la parcelle qui nous est dévolue. Donc on fait vraiment une espèce de faisabilité dès le départ, très rapide, pour échanger avec les élus. Et notre premier réflexe, puisqu'on a cet obstacle vraiment en plein milieu, c'est de dire on va vous proposer un accès, les véhicules s'arrêteront le plus tôt possible sur la parcelle, et on va créer 2 séries de maisons, une série qui sera accessible depuis la rue de Verdun, et puis une autre partie des maisons qui seront accessibles par la rue du lotissement. Et l'ensemble de l'opération profitera d'une venelle, enfin d'un espace public partagé paysager, totalement piéton entre les deux. Donc on a cette première proposition, et on en a tout de suite une seconde, en leur disant est-ce qu'il n'est pas possible d'évoquer avec le propriétaire un échange de terrain. Cette parcelle au milieu là va vraiment nous bloquer dans la réflexion. Donc je ne l'ai pas montré, mais si on laissait cette parcelle, on avait une très faible profondeur de terrain à notre disposition. C'était assez complexe. Donc on leur dit peut-être, en échange de leur parcelle non viabilisée, on propose un autre terrain. Et dans le cadre du projet, on viabilise également cette parcelle, donc ils sont quand même gagnants au change, et on pourrait partir là-dessus. Donc la mairie est à l'écoute, essaye de discuter, ça s'annonce un peu compliqué, et la mairie nous dit également, nous on ne veut pas que le projet soit accessible depuis cette rue du lotissement. On s'est engagé vis-à-vis des nouveaux propriétaires qui ont un peu quasiment une voie semi-privative,
on ne veut pas qu'il y ait du trafic qui se mette en place sur cette rue. Donc là, ça commence à se compliquer sérieusement. Et on poursuit les échanges et on leur dit que c'est quand même un peu la seule solution. Donc le projet a été arrêté 4 mois, le temps que la commune arrive à un accord avec ce propriétaire. Mais quand on parle du sol, il nous semble que c'était pas du temps perdu. Et au final, les échanges ont abouti à donc un échange de terrain entre cette ancienne parcelle qu'on va remblayer avec un terrain plutôt bien placé, accessible depuis la rue du lotissement. Et donc il nous restait à dessiner maintenant le projet avec un seul accès depuis la rue de Verdun. Donc c'est ce que je vais vous présenter. Donc on a créé une voirie et puis le travail des maisons en bande en cœur de parcelle. Donc ici le plan masse du projet. Donc tout l'enjeu pour nous c'était de s'inscrire avec finesse dans ce terrain, à la fois pour le mailler avec le village, avec le territoire, et à la fois pour la qualité de vie de chacun des logements. Donc on a une seule voirie, donc, puisque ça nous était finalement imposé d'accès, qu'on a réduit à son strict minimum. Donc c'est aussi ça l'enjeu, c'était de ne pas arriver à un travail routier et réussir à garder une intimité et un sentiment de voie douce au cœur du projet. Donc on a proposé une voie en enrobé à 3 mètres de large avec des bas-côtés en bicouche, ce qui permet aux voitures de se déporter et quand même de se croiser sur une largeur totale de 5 mètres. Sur cette voie d'accès, on a également positionné une dizaine de places de logement visiteurs, ce qui fait que les visiteurs restent, une dizaine de places de stationnement visiteurs, ce qui fait que le visiteur reste à distance et on réduit le nombre de voitures qui vont rentrer au cœur du projet. Tout ceci est paysager. Et ensuite, on a travaillé donc des maisons groupées, donc un peu sur le modèle de Lanier, avec l'idée que ces maisons groupées vont favoriser la sociabilité et puis également dégager plus de terrain qu'on va pouvoir offrir sur des espaces partagés aux habitants. Donc on a un programme qui était composé de 5 T2 et de 5 T3, donc de petites typologies vraiment spécifiques aux personnes âgées. Donc vous les voyez ici, avec des orientations du coup très diverses qui ont été un sujet important de notre travail. Et ce plan masse va s'articuler avec donc tout le village au mieux. Donc on a des sentes et des passages piétons vers le chemin de la Meule. On a une traversée piétonne également et voie douce vers la rue du lotissement. On a proposé des espaces de vie, donc une place de convivialité et par extension une grande place au cœur du projet, un verger pour les habitants. Et on avait également essayé de travailler avec la commune à une traversée piétonne comme ceci jusqu'à la rue de l'église, qui n'a pas pu se faire parce qu'il, pour des problèmes de foncier, il n'était pas propriétaire et c'était difficile d'engager la discussion avec le propriétaire de cette parcelle. Donc voilà le plan masse du projet terminé. Donc vous voyez l'échelle des petites et des grandes maisons. Ce qui était très important, c'était le souci de l'orientation. Donc le sud est en bas. Donc on a des maisons qui très facilement vont trouver leur jardin au sud et la bonne orientation des baies du séjour, et d'autres maisons moins bien orientées puisqu'on était quand même assez limité dans notre surface au sol. Et donc l'idée c'était de quand même offrir de grandes qualités spatiales et bioclimatiques à ces maisons malgré l'orientation un peu moins bonne. Donc on a travaillé des typologies, donc je vais passer très rapidement, mais bien que les modèles des T2 et des T3 soient assez similaires, les typologies sont souvent différentes au cœur de la maison pour profiter de la troisième orientation quand on est en pilier ou de la spécificité dans le site de chacune des maisons. On retrouve les mêmes principes, cuisine sur l'espace public. Oui, je crois qu'on les revoit un peu après. Donc voilà par exemple une série de trois maisons.
Donc la séquence est un peu comme celle qu'on vous a présentée précédemment. Donc il y a toujours... en fait, l'idée, c'est que le logement, donc il y a une séquence du public au privé, avec la totalité des espaces qui sont bien sûr totalement de plein pied. Donc on a le carport, un espace de stationnement couvert avec un jardin de devant. La cuisine, qui est toujours située donc, vers l'espace public, donc l'espace d'entrée, et puis la cuisine qui est également traversante avec le séjour qui lui va s'ouvrir sur un jardin de plein pied, donc des jardins de 30 à 50 mètres carrés de petite surface, facile à entretenir pour les propriétaires, les personnes âgées. Et en général, en partie centrale, les noyaux humides et la chambre principale donnent aussi systématiquement sur l'espace de vie, le jardin côté arrière. Donc ça, c'est les maquettes d'études. Donc les maisons sont des maisons en toit terrasse. Vous voyez cette séquence d'entrée qui est agrémentée dans ce projet par des sortes de grosses jardinières sur l'espace urbain qui sont également appropriables. Donc l'espace de transition entre le public et le privé. Et puis ce travail de chapeau sur chacune des maisons qui est mal orientée. Donc on a une partie des maisons qui étaient plutôt... Enfin, elles sont toutes, à part celles qui sont plein sud, elles sont toutes est-ouest. Et donc on a fait ce travail de puits de lumière en partie centrale des maisons qui vient chercher systématiquement le sud et qui fait pénétrer le soleil au cœur du séjour. Donc on a le sud de ce côté-là et ce chapeau un peu sculptural qui reçoit également un panneau photovoltaïque plein sud pour de l'autoconsommation des logements. Côté arrière, vous voyez ici donc la fluidité séjour-terrasse, une treille végétalisée pour apporter un effet brise-soleil naturel, et puis sur le côté la séquence avec la chambre et une allège qui forme banc. Donc une ou deux photos de chantier, donc je vous l'ai dit, 7 mètres, c'est assez complexe. Toutes les maisons étant de plein pied, un des enjeux a été de graduer notre travail pour que tous les logements puissent être de plein pied et que tout ça s'intègre harmonieusement dans ce terrain en pente. Donc il y a eu un travail de VRD assez conséquent, un travail de conception aussi assez fin. Donc c'est pour ça qu'on était assez content que dans l'exposition on soit classé dans la catégorie sol et dans ce rapport au sol. Donc il n'y a pas une seule maison qui a la même altimétrie. Les maisons en bande ont un décalage d'environ 50 cm en termes d'altimétrie et vont venir épouser le terrain naturel avec un espace public central qui se déforme pour absorber la déclivité. Donc quelques images des phases d'études. Donc il y a aussi forcément un peu de terrassement, donc on a intégré ça avec des gabions pour tenir le terrain, surtout du côté des jardins. L'importance de l'église aussi qui était vraiment à proximité du terrain et dont il était important de garder des perspectives sur cette dernière. Donc voilà l'intégration du projet dans son site une fois le projet terminé. Donc c'est un projet qui est construit en maçonnerie de monomure briques, donc qui participe à l'isolation des maisons et avec un parement briques rapporté et des chapeaux qui sont donc en ossature bois. Les toitures sont végétalisées. Vous voyez ici les maisons qui sont plein sud, donc qui ont un traitement architectural différent, puisque là c'est vraiment la toiture de la maison qui vient s'ouvrir vers le sud et offrir des espaces intérieurs au séjour généreux, avec le soleil qui rentre profondément dans la maison. Et donc ces maisons est-ouest que vous voyez, les deux séries de 3 maisons, avec leur petit chapeau qui prend le sud. Quelques photos de chantier. Donc j'ai parlé des élévations. Ensuite, il y a un travail de charpente également. Donc la charpente des carportes, mais également la charpente des logements, qui a été très soignée et qui est laissée visible au cœur des logements,
C'est un travail qu'on avait déjà initié dans les logements de Lagnier et qui permet d'apporter une qualité spatiale et de matériaux au cœur des habitats. Donc les toitures végétalisées et l'intérieur. À l'intérieur, alors autant que possible, on arrive toujours à faire passer un photographe une fois que c'est habité. Je pense que les habitants ont plus facile à ouvrir un photographe plutôt qu'à l'architecte peut-être. Et c'est toujours intéressant, nous, ça nous intéresse toujours beaucoup de regarder comment c'est vécu, comment c'est aménagé. Et entre les reportages et les quelques visites de petits réglages de robinets qui fuient, etc., qui permettent toujours de passer en début d'occupation des logements, ça nous a permis de voir un peu que finalement tout ce travail sur les matériaux et la lumière, sur l'expression d'une charpente, sur des volumes un peu plus généreux que le 2,50 m standard, que là où on place chaque porte et chaque fenêtre, que ça faisait vraiment sens et que on voit a priori on s'est pas trop trompé, quoi, parce que la manière dont les meubles sont posés, dont des gens s'approprient l'intérieur, on voit que ils saisissent toutes les opportunités de faire communiquer des pièces en enfilade le long de la façade, que ces portes-là sont pas condamnées, que la cuisine file un peu dans le séjour parce que c'est fluide, et que ça laisse quand même pas mal de liberté d'aménagement. Et ce qui nous motive aussi, c'est de défendre dans cette idée du logement une sorte, c'est un peu difficile à qualifier, mais peut-être une épaisseur sensible liée aux simples choses dont on est sûr qu'on va les maîtriser. C'est les matières et la lumière, la disposition des pièces, et qu'ensuite il puisse se passer à peu près tout ce qu'on n'arrive pas à imaginer. C'est toujours très agréable de revenir après, une fois que c'est habité, pour voir que les situations construites qui ont été proposées, elles sont exploitées. Voilà, par exemple, cette terrasse d'une des dernières maisons de rangée qui s'ouvre comme un balcon sur les grands prés à l'arrière du village, et tout à fait approprié. Voilà, quelque part, on n'était pas très loin de l'image de 1926 chez Bernoulli, parce que là, il y a un potager particulièrement productif qui a trouvé sa place dans le jardin arrière, et que tous ces dispositifs de jardin de devant de devant encore, parce que ça tombait bien, on avait des pentes à régler, et c'est toujours un très bon prétexte pour dessiner les espaces publics. Ça donne à cet ensemble assez petit de 10 maisons le statut d'un véritable petit quartier totalement incorporé dans le village. Et donc pour conclure, on voulait simplement insister sur le fait que c'est aussi le contexte de la commande qui nous a permis ce travail. Donc le contexte, le fait que ce soit la commune qui porte son projet. Et c'est ça qui a permis l'incorporation de cette architecture dans le cœur du village. Et c'est vraiment un point important. Le fait que ce soit la commune qui est maître d'ouvrage et qui était vraiment à l'initiative et qui était dans l'échange avec l'équipe de maîtrise d'œuvre. Ça a permis ce projet, et surtout on a senti l'enjeu c'est de faire de l'architecture du logement, mais c'était aussi de faire de l'espace public, et cette incorporation, ce travail du sol et d'intégration et de maillage au village, il a vraiment été permis grâce à ce type de commande qui n'est pas si fréquent, et à cet investissement d'un maître d'ouvrage en milieu rural. Voilà, merci beaucoup. Merci. On enchaîne ? On enchaîne sans transition. Tu veux un petit fondu ? Non, moi je suis pas dedans. Il fallait que je le mette sur l'ordinateur. Il est sur le bureau. Il est sur le bureau. Hop.
T'as l'application photo même qui est ouverte. Attends, vous voulez pas enregistrer, non? Ah, ça. Ok. Donc, bonjour tout le monde. Donc moi je suis Christophe Aubertin, architecte du collectif Studio Lada, donc membre d'un collectif où on est des architectes indépendants mais qui travaillons à géométrie variable sur différents projets, des fois seuls, des fois en association. Donc là c'est le projet de la halle de Lancy qui est présenté dans l'exposition aujourd'hui, qui est un projet que j'ai réalisé seul à l'agence. Enfin, j'avais pas d'associé, mais j'avais bien entendu des collaborateurs. Enfin, j'y reviendrai quand j'en parlerai. Et bon, ça va assez vite de présenter cette halle. Donc j'ai souhaité en profiter pour parler de charpente et de parler de 5 projets qui sont tournés autour de leur charpente, de la conception de la charpente qui participe pleinement à l'architecture. Donc 5 charpentes différentes, 5 projets avec des dimensions aussi qui n'ont rien à voir et des recherches sur des thématiques différentes. Donc on voit en haut à gauche le petit abri en forêt de Bertrichamp avec une portée de 6 mètres et des porte-à-faux de chaque côté, des débords de 1,50 m. Ensuite on a en dessous la maison de santé, la maison de retraite, l'extension de l'EHPAD de Vaucouleurs, avec une portée de 10 mètres. Ensuite, on a ici, c'est la maison de santé de Liffol-le-Grand, où on a une portée de 14 mètres, mais avec un système poteau-poutre. Ensuite, en haut, c'est le gymnase Jean Lamour qui est en chantier à Nancy, avec une portée de 24 mètres, et la halle de Nancy avec une portée de 20 mètres. Donc comment, selon les cas, on franchit et comment aussi on travaille sur les entr'axes qu'on ne voit pas sur les coupes, mais sur ce qui se passe dans l'autre dimension et qui permettent de faire des choses complètement différentes. Voilà. Et tout ça, c'est aussi parce que le matériau bois, c'est un matériau que je trouve fascinant, que je trouve assez unique bon, dans sa matière et sa couleur, mais aussi dans ses dimensions. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport au béton ou à l'acier, le bois, il a des dimensions propres, c'est-à-dire on peut aller jusqu'à de la planche de 2 cm, du chevron, du madrier, du bastin, enfin on a des dimensions de ce type-là. L'acier, c'est complètement différent puisque c'est plutôt filaire, on a des I, des U, donc ça s'assemble complètement différemment. Et le béton, ça pourrait s'apparenter au bois, mais en termes de dimension, on commence sur des choses quand même qui font 20 par 40, et aussi, c'est pas du tout les mêmes types d'assemblage. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec le matériau bois? Donc, ce premier projet, c'est une charpente atypique, l'abri de Bertrichamp. Donc, il fallait couvrir 81 mètres carrés, donc le bâtiment, il fait 9 par 9. On a une portée de 6 mètres et des débords de 1,50 m de chaque côté, donc ce qui nous emmène à 9 mètres. Et ici, c'est une charpente assez singulière. Moi, j'avais découvert cette expression avec Jacques Anglade, qui est ingénieur structure bois dans le sud de la France, qui lui-même avait travaillé ça avec Yves Perret, qui est un architecte de Lyon, qui travaillait ça. Et donc là, c'est comme si on inventait un système de fermettes, mais avec un entr'axe très serré de 12 cm. Et on travaille sur un jeu entre les arbas et les entrées. C'est-à-dire qu'ici, on a les arbas qui, vous le voyez, sont toujours fixes. Et ensuite, on joue avec l'entrée qu'on pourrait appeler contre-fiche aussi, qui va du poteau à l'arba. C'est la même chose de l'autre côté. Et cette entrée, on le décale. C'est-à-dire qu'il y a certains moments où il part du sol et il va chercher l'arba proche du poteau. Et puis plus on avance, plus là, il va se retrouver à 45 degrés. Et tout en haut, il va avoir cette position, il va venir là. Donc dans toutes les positions, il contrevente, plus ou moins. Ici, il vient soutenir le débord de toit. Et au moment où il redescend, il redevient le poteau. Il redevient le poteau, et donc on a un système d'arches qui vient se mettre en place aussi entre chaque poteau, et les poteaux sont écartés de 3 mètres. Voilà, donc c'est vraiment un travail de géométrie assez particulier. Là, on voit aussi ce qui se passe en toiture. La particularité de cette structure, c'est que
On a un contreventement naturel avec tous les assemblages qui permettent dans le plan de toiture, si on pousse du côté là, la poussée est retransmise ici et ensuite elle descend dans le poteau qui lui-même a un arc, donc ça redescend jusqu'au sol. Bon, on le verra peut-être un peu plus après. Et ça, c'est différents essais qu'on avait essayés en maquette pour trouver le bon principe. Par exemple, ici, les poteaux sont fixes, les entrées les contrefiches sont régulières, mais c'était uniquement une espèce d'entrée horizontale au milieu qu'on venait bouger. Voilà, on a essayé différents systèmes, et puis c'est finalement celui-ci qu'on a retenu et qu'on a développé donc à une autre échelle. Ça, c'était, je pense, la dernière fois que j'ai modélisé un bâtiment sur l'ordinateur, sur AutoCAD, il y a quelques années, mais ça a permis aussi de voir ce que ça pouvait donner en 3 dimensions, et de voir aussi quelques éléments qui étaient peut-être pas très élégants. C'est ici, avec un décalage toujours identique, on avait une ligne triangulaire qui se mettait en place. Et donc ça, on l'a fait évoluer ensuite pour avoir quelque chose qui a plus la forme d'une arche, et donc avec un décalage différent, c'est-à-dire ici on décale beaucoup, et plus on monte, moins on décale, et c'est ce qui va nous créer le principe d'arche. Donc celui-ci, on l'a construit en autoconstruction avec les habitants du village. Donc on a travaillé la question du module. Donc on a décomposé la structure en combien de modules? 12 modules. Et ensuite on a regardé comment les assembler. Et ensuite on les a transportés sur site. Voilà. Bon, j'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails, mais une mise en œuvre un peu rocambolesque, parce que donc chaque module était très déséquilibré à gauche ou à droite, et donc il fallait au moins en poser 4 au début pour pouvoir les stabiliser. Bref. Et voilà donc la charpente que ça crée, une charpente donc semi-organique, parce que ces décalages étant très serrés, on a l'impression d'avoir des sentiments de courbe et de volume hyperbolique qui se mettent en place dans cette structure, avec une petite toiture en polycarbonate très fin et très économique qui vient protéger tout ça et laisser rentrer la lumière. Et ensuite, voilà ces jeux de lumière. Là, on voit bien l'anthrax de 12 cm, les arbas en planche, et l'entrée qui vient se mettre là, et 2 petites cales qui viennent combler. Toutes les planches font 3 cm, donc on a 3 de cales, 3 d'entrée, 3 de cales et 3 d'arbas. Et le principe se reproduit comme ça. Voilà. Suite à ça, on avait aussi construit cette petite charpente pour le forum bois, qui reprend exactement le même principe, mais ici avec donc un volume cubique, et ensuite le jeu de ces entrées, de ces contrefiches qui viennent créer cette forme. Voilà, donc qui dit une charpente de 6 mètres dit aussi le bois massif passe bien. Il y a ça aussi dans toutes ces charpentes, c'est comment on peut penser la ressource, penser le bois qu'on utilise, et pouvoir, si possible, utiliser du bois massif non transformé. Ça, c'est la charpente de la grande salle de l'extension de l'EHPAD de Vaucouleurs qu'on a fait il y a quelques années. Donc là, j'étais associé à Éléonore Nicolas sur ce projet, et avec Guillaume Séchin aussi de l'agence. Sur le premier projet, j'étais aussi avec le bureau d'études Barthès-Bois. Il y a Mathias d'ailleurs qui est là et qui travaille chez Barthès-Bois. Sur ce second projet aussi, il y avait Barthès-Bois qui était dans l'équipe. Donc ici, on franchit 10 mètres dans cette grande salle, et ici, on a repris un principe un peu similaire de décalage progressif des entrées, mais sur un anthrax de 60 cm. Voilà, ça c'est le plan du bâtiment, un bâtiment avec un budget assez modeste. Donc sur toute la partie principale du bâtiment, on franchit de façade à mur porteur, intermédiaire, mur de refend à façade. Donc jusqu'ici, on a une charpente en chevron droit, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Et à partir d'ici, où là on n'a plus le mur de refend parce qu'on a une grande salle, là on a les chevrons qui franchissent ça, mais pour les soulager, on vient mettre une contrefiche à gauche et une contrefiche à droite pour les soutenir. Donc c'est ce qu'on voit apparaître ici un peu sur cette maquette, c'est des contrefiches qui viennent
soulager les chevrons et leur permettre de franchir ça. Voilà une vue de nuit du bâtiment. Donc au début on voulait la prolonger sur le haut-vent, mais c'était trop compliqué, donc on l'a arrêté à l'intérieur. Voici ce rythme de 60 aussi. Alors je ne vais pas développer la question du bardage, mais c'est un bardage en plaque de pierre qui vient se fixer sur des montants en bois tous les 60 cm. Et ça c'est assez important parce qu'on a donc toute la structure à l'intérieur du mur ossature bois et de la pierre jusqu'à la charpente qui sont parfaitement alignés pour pouvoir vraiment avoir des fixations qui traversent l'ensemble et qui tiennent la structure. Voilà, là on comprend bien le principe. À partir du moment où la toiture se lève, les contrefiches partent toujours du même endroit, d'une hauteur qui était ici, je crois, à 3,60 m, et depuis ici, ils viennent soutenir l'arba, et plus l'arba monte, plus la contrefiche se relève, de manière à former ce type de géométrie. Voilà, qui cadre aussi sur ce paysage et sur cette vue. On voit aussi, peut-être avec ces expériences sur des entr'axes différents, que 60 cm c'est peut-être un peu écarté pour ce type d'expression. C'est vrai que c'est plus fluide quand on est sur des entr'axes plus resserrés. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important quand on attaque le projet, la charpente. Son volume, son chiffrage, c'est jusqu'où je resserre, parce que plus je resserre, plus je cumule les éléments de charpente, donc plus c'est cher. Donc à un moment, il faut trouver le bon rythme et la bonne mesure. Ensuite, la halle de Ancy-sur-Moselle. Donc là, c'est une autre commande d'une grande halle avec une portée de 20 mètres. Un bâtiment qui fait 800 mètres carrés, donc qui fait 20 mètres de large et 40 mètres de long. Ici, on retrouve aussi déjà sur cette coupe des choses qu'on avait abordées avec l'abri de Bertrichamp. C'est ces structures qui sont très fines en pied au faîtage. Donc ça veut dire qu'ici, on est tellement fin qu'on a des articulations. Donc ça, c'est forcément une structure à articulation là et là. Et par contre, on épaissit au niveau du rein, de manière à créer un encastrement, parce qu'on a vraiment de l'épaisseur, de l'inertie, donc on peut vraiment avoir un encastrement. Et ça crée quelque chose qui est assez singulier. On a l'impression que le bâtiment pose sur des tout petits pieds et qu'on a une masse de structure ensuite qui est en hauteur. Et aussi cette jonction au faîtage assez fine, ça crée aussi un sentiment assez particulier sur cette manière dont les éléments viennent se rejoindre. Il y a aussi cette envie souvent dans les charpentes. Souvent on nous dit il y a les poteaux, il y a les poutres, donc il y a les éléments verticaux et les éléments horizontaux, et j'aime assez quand on peut réunir toute cette structure et avoir quelque chose de fluide qui part du sol, qui fait le poteau et qui devient assez naturellement l'élément de charpente et qui nous crée une coque, comme un sentiment de charpente coque de ce type. Donc là sur ce projet, donc il y avait Stéphanie qui est ici, qui était collaboratrice sur ce projet, et Mathias qui a travaillé personnellement aussi sur cette structure. Donc pour la développer, ça a été très vite. Je pense qu'on a fait ça en une journée. Ces deux maquettes qui ont été vraiment décisives, où on a développé ces modules porteurs. On a défini une trame de 4 mètres. 20 par 40, donc 10 travées dans la longueur. Et suite aussi à Bertrichamp, on avait vu que les systèmes de triangulation avec ces diagonales permettaient de redescendre les poussées dans le plan de toiture ou sur le long côté, sur le court côté, de toujours redescendre les efforts dans les pieds. Donc on a voulu travailler une structure qui se contrevente naturellement, donc avec des diagonales, et aussi donc on a épaissi cette partie-là, et plutôt que d'épaissir droit sous les poutres, on a aussi triangulé dans le sens de la jonction ici. Voilà, ce qui donne un peu le sentiment d'avoir un prisme de pied ici qui est collé à un autre prisme de toiture qui est son semblable, un peu plus long et qui vient jusque là. Et il se touche aussi très finement
à la jonction latérale, au pied et à la jonction haute. Et donc on a travaillé aussi sur la maquette, celle-ci, donc qui permettait de voir ce que ça donnait dans la longueur. Un moment, donc une des premières envies aussi sur cette structure, c'était de se dire ok, on va avoir des éléments filaires très longs. On aimerait bien qu'ils soient le plus fin possible et on aimerait que ensuite, quand on vient mettre les planches dessus ou l'habillage, que ça participe à contreventer et à tenir ces grands éléments et que ce ne soit plus des poutres individuelles, celle-ci, celle-là et celle-là, mais que tout l'ensemble du prisme devienne une grande poutre tenue par toutes ces planches qui viennent créer un volume tenu. Donc ça, c'est les élévations et le plan de toiture de la structure. Ça, c'est le principe de couverture avec cette idée donc de couvrir et de redescendre la couverture jusqu'à 3 mètres de haut pour se protéger de la pluie au maximum et avoir un système aussi de bâche amovible qui vient se mettre en périphérie et qui permet de transformer ce préau en un chapiteau, une salle des fêtes non chauffée, mais une salle des fêtes protégée du vent et de la pluie. Donc ensuite, voilà la mise en œuvre du chantier. Bon, entre-temps, il y a quand même pas mal d'étapes sur l'élaboration du dessin, du projet technique. Hein. Donc il y a eu un gros travail du bureau d'études Barthez pour justifier tout ça. Bon, il s'avère qu'à la fin, les planches sont un habillage. C'était trop compliqué et voilà, elles étaient trop fines et pas dans le bon sens pour pouvoir vraiment les faire participer à la structure. Donc on a vraiment ici des prismes en structure primaire, donc avec ce squelette qui tient les éléments et les planches qui viennent en habillage. Donc ça, c'est l'entreprise de Rambure et Paris, entreprise du village de Lancy qui s'est chargée de la mise en œuvre de ce projet. Aussi avec l'entreprise Matisse, qui est donc charpentier, qui fait du lamellé-collé en Alsace. Et c'est donc ça, toute une structure primaire en lamellé-collé de Douglas qui a été préfabriquée. Donc là, on voit aussi que pour franchir 20 mètres, sur ce projet, on a dû recourir à du lamellé-collé pour faire tous ces éléments de structure primaire et ensuite l'habillage de structure secondaire est réalisé en planche. Donc voilà la mise en œuvre de ces grands modules. Donc de même qu'à Bertrichamp, c'est les 4 premiers qui sont assez délicats à mettre en œuvre parce qu'ils sont très instables et une fois qu'on en a mis 4, on crée comme une table autostable et ensuite on peut venir mettre les autres, les uns à la suite des autres qui viennent se poser contre. Voilà le travail de mise en œuvre. Et ça, c'est un travail complémentaire sur la fourniture du bois, donc pour les planches, qui sont là aussi un cubage qui est quand même important parce qu'il y en a beaucoup. Mais un matériau simple n'est pas sollicité structurellement. Donc là, on a pu travailler avec une fourniture locale. La commune, qui a de grandes forêts communales, a coupé donc des grumes de pin noir, non loin de là, avec un partenariat avec l'ONF et un forestier. Et donc ces grumes de pin noir de 4 mètres de long, elles ont été transportées chez un scieur du village d'à côté, la scierie Vincent, et ensuite qui a fourni des mètres cubes et des mètres cubes de planches, toutes identiques, 12 par 3. Et c'est avec toutes ces planches de pin noir, donc fournies par la commune à de Rambure, qu'on a pu... que le charpentier a pu réaliser l'habillage. Donc ça, c'est aussi une satisfaction en termes de ressources et de filières courtes d'avoir pu mettre en œuvre ce système. Vous voyez qu'en partie basse, les planches sont jointives pour éviter que ça fasse échelle et que des aventuriers puissent s'aventurer à grimper dans la structure ici. Donc ça, c'est des photos qui ont été réalisées par Olivier Mathiotte. C'est aussi donc un super travail de photo. C'est aussi, moi, tout ce qui m'intéresse sur ces structures très, tramées, très rationnelles, mais qui ont
un petit déhanchement géométrique particulier, c'est ensuite quand le rythme se met en place, quand les volumes se mettent en place, on est surpris de voir des choses, des motifs, des trames qui se mettent en place, et voilà le plaisir de ces structures qui peuvent peut-être même s'apparenter à des petits ouvrages d'art des fois, quand on est dans ces dimensions. Et voilà, le plaisir de l'ingénierie épurée. Et du petit symbole aussi dans le village, cette lanterne qui est visible depuis les parties hautes du village. Voilà. Et les planches aussi. Ce qui est intéressant quand on est dans des rythmes et des densités comme ça, c'est que les défauts n'apparaissent plus et qu'on peut avoir des matériaux assez bruts, des matériaux irréguliers. Donc là, on peut valoriser du bois non raboté, du bois avec des traces de scolytes, avec des nœuds. C'est pas un problème parce que avec le rythme et la densité, ça n'apparaît plus. Comme Bertrichamp, le premier préau, les planches sont très brutes et très, comment dire, elles sont vraiment pas droites, elles bougent beaucoup, mais on s'en aperçoit à peine. Voilà, avec tout ça. Bon, là, j'avais mis quelques photos. Voilà. Et maintenant, on passe au gymnase Jean Lamour. Donc ça, c'est un chantier qu'on est en train de réaliser en ce moment. C'est un projet que je fais avec Xavier Géant. On travaille dessus avec Lucie Lemaire, avec le bureau Barthez et Mathias personnellement. Et il y a aussi François Brun ici, qui est bureau de contrôle et qui a un rôle important aussi sur ce type de structure. Donc là, le gymnase, on a 24 mètres de portée. Et suite à l'expérience de Annecy, donc on a envie de retravailler une charpente bois, mais on a envie de se poser la question du bois massif maintenant pour franchir 24 mètres et comment on peut inventer une charpente en petits éléments de bois courts qui vont jusqu'à 6 mètres de long, mais qui permettent de franchir 24 mètres. Donc on va vers l'idée de la charpente treillis, où là on voit que les verticales, les diagonales sont des longueurs courtes, et il n'y a que les horizontales, donc ici, qui ont des grandes longueurs et qu'il faudra chercher un moyen d'abouter. Et ça, c'est aussi un dessin. Donc on a la grande salle de 24 mètres, la petite salle de 8 mètres à l'étage, donc la charpente franchit les deux. Et ici, quand on redescend la charpente sur le poteau, on a comme un maillage qui se met en place, un dessin. Donc on est quasiment plus dans le vocabulaire de la poutre treillis, mais on rentre dans l'idée d'un maillage et d'une trame. Et c'est ça qui nous semblait intéressant, c'est de passer de la référence industrielle du treillis jusqu'à un motif un peu de trame comme ça. Ça c'est le plan. Alors ici on est sur un anthrax de 2 mètres. Qui est un anthrax assez dense, c'est vrai pour ce type de structure, qui permet d'économiser du coup sur la structure qui franchit dans l'autre sens, hein, les chevrons ou les panneaux de toiture. Ici on a un panneau de toiture en CLT qui franchit les 2 mètres directement, mais on a une certaine densité qui était nécessaire aussi pour avoir ce sentiment de charpente qui emplit l'espace. Ça c'est pour faire comprendre, voilà ce que je disais tout à l'heure sur l'idée d'un maillage qu'on vient évider pour créer juste ce dont on a besoin, et ensuite comment on construit ça avec des tiges de bois. Donc voilà la charpente intérieure avec donc les nœuds qui sont des éléments très importants. Comment on va pouvoir travailler cette fixation pour tout faire tenir et répondre à toutes ces contraintes qui nous semblent, qui sont des choses qu'on a du mal à imaginer, à comprendre en tant qu'architecte. C'est vraiment là l'ingénieur qui intervient et qui nous fait nous rendre compte des efforts qu'on peut avoir de pousser au vent dans un sens ou dans l'autre, de charge à la neige. Donc il faut quand même que ces nœuds et une certaine résistance. Et c'est pas juste une tige et 2 boulons et on vient tout serrer. Non, et puis en plus, il y a la question de la flèche, parce que quand on cumule avec des petits éléments et qu'on a différents jeux, à la fin, on peut avoir une flèche importante de 10 à 15 cm au milieu. Donc voilà, l'entreprise Le Bras, donc, qui commence bientôt le montage de cette charpente et qui a réalisé des prototypes, un prototype pour
pour que tout le monde puisse se rendre compte des dimensions, des assemblages, et qu'eux puissent mettre en place surtout leur protocole de mise en œuvre. Donc voilà une charpente avec un anthrax de 2 mètres et les différents éléments et la technique des nœuds, avec ici un tube creux. En fait, le système, c'est un tube creux qui traverse tout ça, qui se finit avec une grande tige filetée épaisse qui émerge des 2 côtés. Et sur ce tube sont soudées des platines qui viennent se ficher dans les bois. Là aussi, c'est un peu là aussi les limites de ce qu'on peut imaginer au début, c'est que c'est pas seulement les bois qui sont comprimés qui tiennent avec tous ces efforts, c'est qu'on a dû mettre dans chaque bois une plaque d'acier qui vient donc ensuite être boulonnée suivant une quantité de fixation mesurée pour reprendre les différents efforts, et donc chaque bois est entaillé et a une plaque d'acier qui vient se mettre à l'intérieur. Et ici, on a aussi des axes qui font donc les anthrax et qui viennent se visser, donc avec un système assez malin de vis sur les parties qui ressortent du tube qui se trouve dans les nœuds. Donc voilà en gros le principe. Des systèmes de cale aussi pour reprendre entre les verticales et les horizontales, avec un dessin aussi qu'on a regardé. Et ensuite cette charpente qu'on a très hâte de voir levée et mise en œuvre dans ce bâtiment, pour voir un peu ce que ça donnera dans l'espace. Donc ça, c'est la charpente en continuité dans la petite salle qui se trouve en haut, et là la vue sur la grande salle. Un autre sujet aussi sur ce bâtiment, donc puisqu'on a mis tant d'efforts sur le bois massif dans la charpente, on s'est dit qu'on allait le faire sur tous les lots bois. Donc il y a une recherche par exemple donc sur 4 lots bois, menuiserie intérieure, menuiserie extérieure, charpente et bardage, d'être en bois local. Donc faire du bois local, ça commence aussi par les premiers dessins de l'architecte, c'est aussi dessiner des choses avec des planches, tout simplement. Donc là, on a revu un peu nos premiers dessins, parce qu'avant, on avait des beaux placards blancs bien lisses, et en fait, aujourd'hui, on va réaliser ça de cette manière. Alors ce sera beau aussi, hein, ce sera du bois propre, avec un petit jour entre, avec des aides côté intérieur, mais c'est comme ça aussi qu'on va vers la filière courte, c'est en acceptant peut-être de dessiner avec plus de rusticité, mais en l'intégrant à notre architecture, mais de faire des choses qui soient de ce type assez simples, avec des ossatures et des planches qui viennent habiller, donc les gradins et les grands rangements. Et ensuite le côté extérieur, donc là aussi on est sur un bardage mixte où on a vraiment un bac acier bête et méchant, très économique à 40 € qui vient habiller les façades, et ensuite on vient, c'est décoratif cette treille en bois, on vient avec des planches croisées, on vient créer donc ce motif qui adoucit un peu les façades de ce bac acier. C'est un grand sujet sur ce côté couche inutile de bois sur le bac acier. On s'est beaucoup questionné et finalement on assume ça, d'avoir un bac acier à 40 € et c'est quelques couches de bois qui coûtent pas très cher, et d'arriver à une solution totale globale de 100 € du mètre carré, ce qui est raisonnable, hein, là où un panneau Trespa est à 120-140 €, donc on est moins cher, mais c'est vrai que c'est 2 couches, une couche pour la fonction d'étanchéité et une couche pour le plaisir. Et ça, c'est le tableau de provenance des bois massifs qu'on avait fait remplir aux entreprises. Le bras charpente, Batifnet qui fait les fenêtres et Baldini qui fait la menuiserie, donc à l'appel d'offres, et chacun avait rempli ça pour justifier de la provenance de bois local. Pour info, ça intéresse un peu les archis. Aujourd'hui, on a identifié, parce que faire des menuiseries bois ici, tout le monde sait que les menuiseries bois, c'est des carrelets en bois reconstitués qui viennent d'Allemagne, qui viennent d'Europe de l'Est, de Roumanie. Aujourd'hui, tout est comme ça. Et en fait, là, on vient de pousser. Maintenant, on a 2 menuisiers, Batifnet dans la Meuse et Lecomte dans les Vosges, qui eux réussissent à se fournir avec des carrelets de bois local
qui viennent, pour lui dans la Meuse, ça vient de la scierie du Grand Clos, qui est une scierie de la Meuse, et l'autre c'est une scierie près du Val d'Ajol. Et donc ça y est, ils ont leur filière, à force d'insister, à force d'en parler, ils ont une filière de bois local pour fabriquer leur menuiserie séchée, et voilà. Donc ça, c'est pour voir si vous avez l'intention d'imposer du bois local pour vos menuiseries, j'ai des filons. Voilà. Et le dernier projet, c'est la maison de santé de Liffol-le-Grand. Donc là où on est, c'est un projet qu'on a livré il n'y a pas longtemps. On a une portée de 14 mètres. En fait, là, c'est une extension d'un volume de ferme existant. Donc on est dans le gabarit d'un volume de ferme. Donc on reconnaît un peu les proportions. Et ici, on est venu mettre en place une charpente poteau-poutre, donc avec un poteau ici, un ici et un là, qui vient créer une grille orthogonale qui vient donc faire la structure de tout cet espace. Là, on comprend bien le principe. Là, ça, c'est la partie de la ferme existante qu'on a rénovée pour la maison de santé. Ici, on a fait une grande faille vitrée, donc qui donne l'accès et qui communique depuis la rue principale jusqu'à la place arrière. Et ici, on a le nouveau volume créé, hein, c'est des cabinets médicaux là et là, mais là, c'est un nouveau volume construit en ossature bois, voilà, de ce type, donc une grille un peu d'inspiration japonaise, orthogonale, sans diagonale, et qui vient créer ces espaces. Et là, c'est la première fois qu'on utilisait du feuillu, donc ça, c'est avec l'entreprise Certelet. Voilà, ça c'est un projet que je fais avec Éléonore Nicolas et Cécile Demy, collaboratrice, voilà, j'ai oublié de citer. Donc ça c'est Certelet qui a été charpentier, et c'est du feuillu de chêne qui vient de Bourgogne. Et ensuite on a, dans cette structure, on a retravaillé ces cadres en bois tressé. Donc on est à Liffol-le-Grand, le village de la chaise. Et il y a la chaise traditionnelle liffoloise qui est assez réputée, assez connue, donc là vous connaissez. Et sur ces chaises, il y a ce principe de canage, hein, de tressage pour faire l'assise. Et donc on a tout simplement repris ce motif. Et nous on l'a retravaillé avec trois couches de planchettes de 6 par 2. On est venu les croiser, diagonale, verticale, horizontale, et rediagonale, il y a 4 couches, pardon. Et on est venu créer ces cadres qui forment garde-corps et qui forment brise-soleil depuis les espaces là pour ne pas chuter en bas. Et voilà, et donc ça a été testé aussi au niveau de sa résistance. Et on a travaillé aussi avec toutes les entreprises de chaises liffoloises du village pour, dans une maison de santé, il y a besoin d'une 40aine de chaises pour les salles d'attente. Donc c'est toutes des chaises liffoloises qu'on a récupérées, c'est des dons, c'est des stocks. On a travaillé avec Delphine Menou qui est tapissière et qui a géré la coordination, et donc on expose ces chaises liffoloises dans la maison. Et juste pour finir, donc à l'arrière de cette maison de santé, il y a une petite halle qui était demandée au programme. Ça donne sur la place dont j'ai oublié le nom. C'est la place principale de Liffol, et donc ça c'est pour abriter les voitures des médecins ou des patients quand la maison de santé fonctionne, et le week-end c'est pour abriter les quelques étals du marché qui sont là. Donc ça c'est une petite halle qui s'organise sur un entr'axe de 3 mètres ici et une portée de 5 mètres, hein, place de stationnement. Et ici c'est un autre registre, donc c'est plus un registre traditionnel avec des éléments de bois massifs. Des tiges de bois massif qui viennent se réunir dans des nœuds de ce type, et on a un entr'axe de 3 mètres et ensuite des petites panelettes qui viennent tenir la couverture transparente au-dessus. Voilà, et cette envie aussi d'avoir des poteaux très fins et de suspendre un volume beaucoup plus fourni en éléments de bois qui se trouve au-dessus de la ligne de 2,50 m et qui nous fasse un peu flotter cette masse de bois rendue transparente par le polycarbonate. Donc voilà cette petite halle, et donc les contreventements qui sont rabattus ici et de cette manière. Donc voilà une vue de cette petite halle. Et je crois que ça c'est la dernière. Voilà, ça c'est la dernière où on voit aussi l'inscription de cette petite halle dans le cœur du village, dans le bâti ancien, et la place de garde, voilà, qui se trouve ici.
voilà, j'en finis là sur cette présentation sur les charpentes. Et puis je suis un peu fatigué parce que demain on aura un gros concours un nouveau gymnase avec une salle qui fait 25 mètres par 45 mètres. Et voilà une nouvelle charpente à dessiner et qui reste secrète. Mais voilà, c'est ce plaisir de bouger les dimensions et de voir ce qu'on peut produire comme charpente tridimensionnelle. Voilà. Donc là, c'est question. Ouais. Peut-être qu'on peut préciser 2-3 trucs sur le bois local de Annecy. Pourquoi je pense que c'est important de savoir. À un moment, on s'est dit, on avait cette volonté d'utiliser le bois, du coup, le pin noir qu'on avait comme élément de structure. Se dire, on va pas mettre du bois gratuitement. Et c'est peut-être là où il faut aussi préciser les limites qu'on a. Tous ces projets, à chaque fois, on essaye on frôle les limites. Et sur le pin noir, en fait, on avait très peu d'éléments qui caractérisaient cette essence de bois. Et pour pouvoir mettre du bois structurel en jeu, et voilà, on a besoin de connaître ses résistances, d'avoir des garanties, des normes sur, par exemple, l'épicéa du C24. Et quand on va utiliser des essences locales, et là, elles ne sont pas toutes répertoriées, on n'a pas toujours ces informations. Et le pin noir, on s'est beaucoup basé sur des études faites par des Suisses qui ont caractérisé cette essence, qui nous ont apporté en fait pas mal de précision. Et c'est vrai qu'il va falloir aller vers ça si on veut utiliser en fait plus d'essence de feuillus, notamment en fait de donner aux ingénieurs, aux concepteurs des caractérisations pour qu'on puisse les utiliser. Le deuxième point aussi sur Annecy, c'est qu'on avait la volonté avec Christophe d'utiliser le bois communal et aussi de le transformer à côté. Du coup, on a été voir un scieur, la scierie Vincent. Ils sont deux, ils ont une machine. Il n'y a pas de réglage en fait. L'épaisseur, elle a été donnée par le scieur. Il nous a dit ça va être 35 quoi. Et c'est 140. Et après, c'est à nous, dans la conception, d'adapter notre projet à ces contraintes. Et ça aussi, c'est intéressant, c'est de se dire, c'est plus nous qui imposons du coup une dimension ou un standard, c'est le fait d'aller sur le terrain, d'utiliser l'outil dans sa conception et après d'adapter sa conception. Et finalement, le résultat est plutôt satisfaisant. Mais voilà, c'est de prendre en compte cette échelle de je m'adapte à mon territoire, à cet outil technique. Et sur on peut dire aussi sur le gymnase de Jean Lamour, la nécessité d'utiliser en fait à chaque fois cette plaque métallique dans les boîteries au niveau de la connexion. Ça aussi, ça a été en fait une certaine limite. C'est-à-dire que les eurocodes bois qui vont nous permettre de justifier les structures vont en fait, jusqu'à un diamètre de 30 mm, on peut calculer un assemblage. Au-delà, en fait, on ne sait plus. En tout cas, on rentre dans un niveau réglementaire où il n'y a pas ces informations. Et c'est là où, en fait, c'est comment on va essayer de trouver une astuce qui va nous permettre d'aller plus loin au niveau des assemblages et des connexions. Du coup, ici, on a un tube qui fait 65 cm. Et le fait de pouvoir placer cette plaque métallique, ça va nous permettre, en fait, d'arriver à récupérer tous les efforts qui, sur une poutre treillis, autant au centre on n'a pas grand chose, autant au bout du treillis, au niveau de l'appui, là on va avoir plusieurs tonnes de traction et de compression. Et c'est vrai que si on avait, peut-être que ça sera pour le prochain gymnase ou celui d'après, c'est-à-dire peut-être qu'en fait là il nous a manqué des essais dans un laboratoire pour caractériser précisément cet assemblage et peut-être s'économiser quelques plaques et c'est vrai qu'il va falloir qu'on arrive à ça pour économiser. Voilà. C'était un peu mon retour sur les limites un peu des fois techniques qu'on a qui ne nous permettent pas d'utiliser toujours à 100% toute la matière, quoi. C'est vrai que la question du prototypage, c'est intéressant. Et après, on manque de temps, on est dans le tourbillon, puis c'est toujours quelques milliers d'euros à sortir pour peut-être faire un prototypage. Mais c'est vrai que la présence de l'ENSTIB et du CRIT bois à Épinal permettent ça localement. Dans notre région, on a quand même cette chance-là.
Ça existe, hein, c'est pas que pour le bois, en plus c'est pour tout type de matériaux. Et des fois, sur des projets à plusieurs millions d'euros, un petit prototypage à 5 000 euros, ça vaut vraiment la peine. Si ensuite ça peut faire économiser des choses, il faut bien anticiper tout ça, mais peut être intéressant. Aussi les échanges d'expériences. Hein. Vous aviez échangé un moment avec un ingénieur dans les pays du Nord qui essaie de travailler aussi sur ces connexions avec des tubes de gros diamètre. Hein, c'est ça qui augmentait le frottement du bois sur le tube et qui justifiait davantage l'assemblage. Donc ça aussi, c'est des choses intéressantes qu'il faudrait qu'on réussisse à plus pousser, quoi. Ouais, c'était du coup une thèse qui avait été faite à Stockholm sur ces assemblages en tubes de gros diamètre qui laissaient prétendre que jusqu'à un certain nombre d'efforts, on pouvait utiliser ces assemblages. On avait toujours la question du fendage du bois, c'est-à-dire qu'à un moment le bois il peut s'écarter dans ses fibres. Mais voilà, en fait, cette thèse, même si elle indiquait des résultats intéressants qu'on aurait pu peut-être utiliser. Après, je vois François qui me regarde. Après, c'est toujours la question de se dire, c'est une thèse, c'est à Stockholm, c'est un peu lointain. Comment après nous on arrive à le réintégrer? Et après, dans le dialogue qu'on a tous ensemble dans la conception. Et là, sinon, on est parti sur des plaques métalliques. C'est pour ça que je garde cette idée en tête. J'ai une question que j'ai posée à un conférencier précédent, c'est en fait les conférences dans le cadre de l'exposition sur la frugalité heureuse et créative. Et en fait, pour le projet de maison senior, je me dis que la question de la frugalité, elle va. On n'est plus dans la question des matériaux ou de ce qu'on utilise. Je vous laisser répondre peut-être dessus, mais en fait, cet effort mis dans la question de l'usage, de qui va habiter ces petites maisons, et toute l'attention que vous portez dans les détails, dans la lumière, dans les matériaux, pour moi, ça fait partie de ces questions qu'on doit se reposer en tant qu'architecte pour être, peut-être, pour répondre à ces questions de frugalité ou en tout cas aujourd'hui de bon sens. Mais, j'aimerais bien vous entendre, Marco et Nadège, sur la question. Alors, je dis un petit mot. J'en prie. Juste, effectivement, dans les thèmes de la frugalité, il y a vraiment la question du sol et du territoire. Et une des questions qui se pose, c'est faut-il encore construire? Et donc ça, c'est la première question. Et quand on construit, il faut essayer de construire de manière intelligente au cœur des villages et éviter les lotissements. Donc là, vous l'avez vu à Bâti, on en voit sur le site, il y a vraiment des lotissements en extérieur de la commune. Et donc cette frugalité, cette économie dont on parle beaucoup sur les matériaux, la priorité, le point de départ, c'est quand même le sol et choisir le bon terrain, essayer. Donc là, la commune nous a mis à disposition un terrain très compliqué, mais son choix de faire ces logements seniors au cœur du village, c'était la première clé frugale, je trouve, sur cette thématique. C'est vrai que c'est des programmes qui posent quand même beaucoup de questions. Enfin, c'est les questions de l'architecture sociale telles qu'elles se sont posées dans d'autres contextes. On évoquait les références historiques des Siedlungen ou de l'habitat coopératif ou des cités-jardins en Suisse, mais ça nous a frappé cet écho dans l'histoire. C'est aussi la question du sol, c'est aussi la valeur du sol, la gestion du foncier. Et ce projet a vocation d'intérêt général pour le village. Il a été rendu possible parce que la commune détenait le terrain et on retombait presque dans les principes qui étaient défendus et développés dans cette époque de l'immédiate post-Première Guerre mondiale, avec notamment Hans Bernoulli qui défendait l'idée de déconnecter la propriété foncière de la propriété bâtie
pour éviter la spéculation foncière et immobilière, et qui défendait cette idée assez légitime que les collectivités devaient conserver le droit de leur sol pour se développer selon leurs propres besoins, pour l'intérêt général. Et là, quelque part, un peu sans avoir... Enfin, nous, on n'a rien à voir dans cette histoire, mais il se trouve qu'on était un peu dans cette situation, c'est qu'on avait un sol qui était détenu par la commune et qu'elle a bien pu faire ce que bon lui en semblait, et qu'on a pu avoir ce dialogue en dehors des problèmes qu'on rencontre toujours quand on est dans un autre contexte, quand il y a un bailleur ou un promoteur qui construit sur un terrain. C'est qu'à un moment, si vous avez une question connexe à la relation du bâtiment à l'espace public, c'est mort, il ne se passe rien, personne ne veut payer, tout le monde s'en fout, personne n'est concerné. Et là, c'était complètement l'inverse. Donc ça soulève ces opérations, évidemment des questions d'architecture, mais des questions d'architecture qui s'ouvrent parce que le contexte de la commande, il est celui-là, et spécifiquement celui-là. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que donc dans la frugalité heureuse et créative, les mots heureux et créatifs sont très importants. Et on en parle beaucoup sur justement les matériaux, la filière courte, les matériaux biosourcés, donc comment être créatif avec ces matériaux. Mais on peut l'appliquer aussi au sol et au terrain. C'est-à-dire que là, finalement, ce terrain complexe qui, a priori, était un peu contradictoire avec le logement de plein pied pour personnes âgées, et ben, on a dû travailler avec parce qu'il était au cœur du village et quelque part, on a été créatif et l'architecture, enfin, c'est notre boulot d'architecte d'être créatif et de répondre à ces contraintes avec des qualités urbaines, paysagères, architecturales. Et ce mouvement de la frugalité heureuse et créative, je trouve, est très positif dans cet axe et dans cette démarche-là. Et je pense qu'on pourrait même aller au-delà, enfin continuer ce heureux, on pourrait aussi l'entendre dans la mise en œuvre, c'est-à-dire comment un artisan est heureux de son travail et par l'architecture et le choix de la technique que tu vas employer dans ton bâtiment, tu vas aussi favoriser des savoir-faire, la continuation. Et je crois que ce heureux, il doit s'entendre aussi dans ce patrimoine immatériel au niveau de la technique et tout ça pour... Et le créatif aussi, quoi. Il passe par un savoir-faire. Il y a une question pour compléter cette histoire-là de ces programmes qui se développent beaucoup en ce moment, des logements seniors en milieu rural. Alors c'est porté par différentes maîtrises d'ouvrage, mais à chaque fois le programme c'est un peu le même. On est en train de construire des maisons type 2, type 3, des maisons individuelles rangées. Et ça répond vraiment, quand on regarde les statistiques, la nature de l'offre d'habitat dans les villages, ça répond à un besoin prégnant tout de suite maintenant. Mais la démographie, on ne sait pas vraiment ce qu'elle va devenir, et puis c'est des effets de cycle aussi. Et aujourd'hui, nous, on commence à se poser des questions quand on se retrouve sur ces programmes avec ces deux projets qu'on a aboutis, de se dire il faut qu'on pense au coup d'après, en fait, et qu'est-ce qu'on lègue ou quel potentiel on laisse sur ces maisons d'évolution si, je ne sais pas, dans 30 ans, le sujet, c'est plus d'avoir des T2 ou des T3, quoi, et qu'il faut revenir à des typologies plus familiales, ou même si ça devient la propriété d'un habitant, enfin si ça devient une propriété privée, c'est quoi l'héritage qu'on laisse à un de ses descendants avec une maison type 2 ou type 3 au cœur du village. Donc là, sur un concours récent, on a commencé à réfléchir à anticiper cette typologie, y compris dans sa structure, pour qu'elle puisse facilement être surélevable. Surélevée, pardon. Et que finalement, il n'y ait pas d'intervention lourde à faire, que juste on enlève le toit, on peut faire un étage. Ça demande, dans des typologies de ce type, juste un massif de fondation bien situé dans le dallage, un endroit précis, dont on n'a pas besoin quand on est sous toiture, mais simplement en rajoutant un point, en anticipant, on rend possible une surélévation sans travaux importants. Je vais intervenir sur la liaison entre le bâti et puis le village ou la ville. C'est un sujet que je rencontre très souvent avec l'accessibilité aux handicapés, où on dit oui,
Nous, on a juste le projet, il est juste sur ce terrain. Après, c'est la ville, elle se démerde, quoi. Et souvent, ça colle pas, quoi. Ça colle pas parce que, voilà, c'est récent. Et puis la réflexion aussi avec l'accessibilité, c'est que, bon, la réglementation, elle est rigide parce que personne ne s'en souciait, parce qu'il n'y avait pas la réflexion. Et il n'y a pas d'obligation d'accessibilité handicapée pour les maisons individuelles. On construit pour soi-même. Et les gens, ils vieillissent et en vendent leur maison. Et qu'est-ce que ça devient après? Il n'y a pas la réflexion, justement, sur l'évolution. On construit pour 10 ans, avec la décennale, et puis ça tient, et puis après on s'en fiche. Enfin, on emprunte sur 20 ou 25 ans. Hein. Oui, Donc, oui, attention. Mais voilà, les HLM sur 50 ans. Ce qui est intéressant aussi, je voulais aussi sur les projets que j'ai présentés là, il y a 3 halles. Et il y a l'abri de Bertrichamp, la halle de Ancy et la petite halle, là, la dernière là, qu'on voyait. Et ça, c'est intéressant parce que ça, c'est des espaces publics couverts. Ça commence à fleurir là un peu en France, dans les villages, construire un abri. Et puis, si possible, le faire avec de la gueule, quoi, avec une charpente singulière qui évoque ce que tu disais, l'art de construire, le plaisir, l'artisan qui a monté ça, qui a fait cet ouvrage. Mais c'est surtout voilà, une place du village couverte. Ça peut être au fond de la forêt, ça peut être au cœur du village ou dans un parc. Et ça, c'est hyper intéressant aussi dans ces nouvelles manières de vivre, de créer de la convivialité, de créer du prétexte à organiser des rassemblements, des fêtes, des spectacles, un marché. Et tout ça, c'est le nouveau lien qu'on va revoir apparaître aussi, qu'on a un peu perdu les dernières décennies. Et on sent que la ruralité, qui est un thème qui vous touche beaucoup aussi, la ruralité, ça, peut-être aussi avec le Covid, ça réémerge, cette envie de choses simples, près de chez soi, de rencontrer son voisin. Et je pense que ça, c'est tout un volet aussi hyper positif et engageant de la frugalité. C'est la nouvelle agora. Ouais, c'est une nouvelle agora. Mais il n'y a pas que la ruralité. J'ai découvert il n'y a pas longtemps une halle au du Lièvre, en face de la tour de l'énergie. Il y a une halle comme ça, je ne sais pas si vous l'avez vue déjà, en ossature métallique, avec un barbecue, je crois. Et il y a plein de gens dedans, il y a des tables, des chaises, il y a plein de gens, des réunions. Ouais, c'est bien, mais on refait confiance à l'espace public et à l'usage libre des lieux, chose qu'on a perdue depuis longtemps, où on a supprimé les bancs, on a supprimé parce que voilà, il fallait pas que ça squatte, ou il fallait pas. Et en fait, peut-être qu'on revient vers plus de confiance et plus de liberté d'user l'espace public, et ça c'est assez engageant. Et je pense que les archis ont vachement de possibilités d'insuffler des petites idées aux maires avec qui on travaille. On sent qu'ils sont ouverts à des propositions. Oui, et c'est des programmes qui se marient bien en plus avec la filière courte, avec l'entreprise locale, aller chercher des savoir-faire locaux. Enfin, voilà. Ça va souvent avec des projets paysagers aussi soignés, des petits aménagements du sol aussi, de plantations un peu bien pensées, de choses comme ça. Et ça, c'est aussi des sujets vachement intéressants. Je vous propose de poursuivre pour cette dernière conférence autour d'un verre de finissage d'exposition. Est-ce qu'on peut faire une standing ovation pour la Maison de l'Archi qui a organisé tout ça, ce marathon culturel? Non, mais c'est clair. Bravo. Bravo.
Merci. Merci. Merci Cécile, Caroline, et tout le monde, toute l'équipe. Quelle équipe!